Charles Manson et ceux qu'il appelait sa famille vont devenir les tueurs les plus tristement célèbres du XXe siècle. Les victimes sont mortes de la pire façon. En commettant une série de meurtres brutaux et sans motif apparent qui marquera la fin de la parenthèse enchantée des années 60. Ces meurtres étaient d'une cruauté sans nom. Ils se sont acharnés. Les victimes les ont suppliés. Mais comment Charles Manson est-il devenu l'homme que l'on connaît? Ses disciples lui obéissaient au doigt et à l'œil. Comment tant de jeunes gens ont-ils pu tomber sous son charme? Charlie nous disait qu'il était à la fois Jésus et le diable. Manson et ses disciples étaient-ils nés pour tuer? Je travaillais pour la police de Los Angeles. Le 8 août 1969, vers 9 h du matin, j'ai reçu un appel signalant un meurtre sur Cielo Drive. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert en arrivant dans la maison. Dans une scène décrite par un des enquêteurs comme une sorte d'étrange rite religieux, 5 personnes, dont Sharon Tate, ont été retrouvées mortes au domicile de l'actrice et de son mari, le réalisateur Roman Polanski. Sharon Tate était enceinte de 8 mois. J'étais le premier sur place. Quand je suis entré dans la maison, tout le monde était mort. Le mot « cochon » était écrit sur la porte d'entrée avec du sang. C'était un cauchemar. L'affaire est confiée au sergent Mike McGann. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu que les fils électriques au-dessus du portail avaient été coupés. Je me suis avancé dans l'allée. Il y avait une voiture garée là. J'y ai trouvé le corps de Stephen Parent. Stephen Parent, 18 ans, venait de rendre visite au gardien de la propriété. À l'intérieur, j'ai découvert les corps de Sharon Tate et de Jay Sebring. Sharon Tate, 26 ans, louait cette villa du quartier de Bel Air. Jay Sebring, coiffeur de star, était venu rendre visite à la jeune femme enceinte de 8 mois. Sharon avait été sauvagement poignardée. Ils étaient attachés ensemble avec une corde qu'on avait passée par-dessus l'une des poutres du plafond. Derrière la maison, j'ai trouvé le corps d'Abigail Folger. Héritière d'une marque de café, Abigail Folger, 25 ans, était en visite chez les Polanski. Abigail avait reçu plusieurs coups de couteau. Elle était pleine de sang et n'avait manifestement pas survécu. J'ai également trouvé le corps de Wojciech Frykowski. Frykowski était un ami polonais de Roman Polanski et l'amant d'Abigail. Wojciech avait été frappé avec un pistolet. C'était une scène terrible. Je travaillais pour la brigade criminelle depuis déjà longtemps et j'avais vu pas mal de scènes de crime, mais jamais un tel massacre. Polanski était en Europe à ce moment-là. Évidemment, il est revenu en urgence quand il a appris que sa jeune épouse enceinte avait été assassinée. Il a tenu la conférence de presse la plus émouvante à laquelle j'ai pu assister. C'était un homme détruit. The house is open now. You see a lot of blood all over the place. Cradles, baby clothes, and that's all. Le mari était suspect, bien sûr. Nous lui avons parlé et il a accepté de passer au détecteur de mensonges le lendemain matin. J'ai assisté au test et il l'a passé sans aucun problème. Il était évident qu'il n'avait rien à voir avec cet homicide. Personne ne savait qui avait fait ça, et une vague de panique a soudain touché Hollywood.
Les gens achetaient des chiens de garde, des armes. Toute la ville a été prise de panique. Les stars engageaient des agents de sécurité et des policiers pour surveiller leurs maisons. Le tout Hollywood était en ébullition. Et la nuit suivante, les meurtres se poursuivent. L'homme d'affaires Leno LaBianca et sa femme Rosemary sont poignardés à mort à leur domicile. On retrouve cette fois encore des messages écrits avec du sang. Après le meurtre des LaBianca le lendemain, les gens étaient vraiment à cran. La peur et la paranoïa régnaient à Los Angeles, en particulier dans le milieu du cinéma. Pourquoi ? Non seulement parce que les meurtres étaient particulièrement violents, 169 coups de couteau, mais parce qu'ils semblaient totalement aléatoires. Malgré une importante mobilisation policière, les enquêteurs ne parviennent pas à identifier de suspects. On faisait tout ce qu'on pouvait. Tout le personnel disponible travaillait sur cette affaire. Nous avons épuisé toutes les pistes possibles. Puis, 3 mois plus tard, les enquêteurs entendent parler de l'extraordinaire confession d'une jeune Californienne détenue en prison. Une histoire si extravagante qu'ils ont du mal à y croire. C'était une histoire de fou. Suzanne était une personne adorable. En lui parlant, on ne pouvait pas y croire. C'était une jeune fille charmante. Suzanne Atkins, 21 ans, raconte à ses codétenus qu'elle et un groupe d'amis sont responsables de ces horribles crimes. Si on avait eu affaire à des meurtriers typiques, des cambrioleurs ou des violeurs, ça n'aurait pas été aussi perturbant. Alors on a commencé à examiner le passé de ces jeunes gens. La plupart étaient issus de la classe moyenne et venaient de banlieues tranquilles. Leslie Van Houten avait été reine de sa promo, Tex Watson était un athlète reconnu. Patricia Krenwinkel faisait partie de la chorale de son église. Plus jeune, elle voulait devenir bonne sœur. Les familles de ces jeunes apparemment sans problème ne les reconnaissent plus. C'est devenu une étrangère pour moi. Tous étaient sous l'emprise d'un puissant gourou. Ce Charles Manson, cette espèce de gourou méphistophélique, était très charismatique, très intelligent. Ancien détenu de 35 ans, Charles Manson est l'objet d'une dévotion sans faille de la part de ses disciples, capable de tuer sur un simple mot de sa part. Il les contrôlait, il lui obéissait au doigt et à l'œil. Le nom de Charles Manson va devenir synonyme du mal absolu. Mais qui était ce gourou de seconde zone ? Et comment a-t-il convaincu ses jeunes fidèles de commettre des meurtres aussi sanglants ? Lors de 2 nuits sanglantes, au mois d'août 1969, Sharon Tate et 6 autres personnes sont assassinées. Ces crimes sont parmi les plus tristement célèbres que le siècle ait connus. Les tueurs sont de jeunes hippies issus de la classe moyenne qui ont suivi les ordres de leur chef spirituel, un ancien détenu âgé de 35 ans, Charles Manson. Mais qui est au juste ce puissant gourou ? Manson est né d'une jeune mère prostituée suite à une grossesse non désirée. Elle ne voulait pas de lui. Il a été élevé par de la famille proche. Il a grandi dans des conditions assez désastreuses. On raconte que la mère de Manson a un jour essayé de vendre son bébé à une serveuse en échange d'un pichet de bière. Il a été livré à lui-même très jeune et s'est vite retrouvé impliqué dans des activités criminelles. Quand vous grandissez dans la rue et que vous êtes un petit gringalet comme Manson, vous devez apprendre à cerner les gens rapidement pour savoir sur qui vous pouvez avoir l'avantage et qui vous devez fuir. Manson excellait dans cet exercice. À partir du milieu des années 40, les vols à la chaîne conduisent le jeune Manson à séjourner dans plusieurs institutions où il dira avoir été abusé sexuellement. Tous les rapports psychologiques le confirment. Charles Manson avait un immense potentiel, mais ce qu'il a vécu enfant l'a poursuivi toute sa vie.
Il avait le sentiment d'avoir pioché une mauvaise carte. Dans les années 50, au cours de ces rares périodes de liberté, Manson étend son répertoire criminel en jouant par exemple les proxénètes dans un appartement d'Hollywood. Un proxénète joue sur la manipulation, l'intimidation et l'extorsion. Il gère la vie de ses prostituées, les loue, les vend. Ce savoir-faire aidera beaucoup Manson au cours de sa carrière criminelle. De nouveau incarcéré en 1960, Manson risque une condamnation de longue durée et développe alors une nouvelle façon de penser. En prison, il a rencontré un scientologue. Ça l'a intéressé. Et il a suivi 150 heures d'audition. C'est le terme utilisé par la scientologie pour parler d'aide psychologique. Et il s'est mis à écrire des chansons. C'était assez révolutionnaire à l'époque. Il y injectait la philosophie enseignée par la scientologie ainsi que ses propres observations sur la nature humaine. À ce moment-là, je pense qu'il a abandonné son personnage de petit voyou pour devenir véritablement lui-même. Phil Kaufman, un ancien détenu, a rencontré Manson en 1967. J'ai été arrêté pour avoir apporté un peu d'herbe en revenant du Mexique. On m'a jugé en Arizona et j'ai été envoyé à Terminal Island en Californie. Le premier jour dans la cour, j'ai entendu un type jouer de la guitare et chanter, un peu dans le style Frankie Lane. Il était plutôt bon. Un garde est venu le voir pour lui dire « Manson, t'as pas le droit de jouer ici. Il y a une salle pour jouer de la guitare. Tu sais, tu ne vas jamais sortir d'ici à ce train-là. » Et Charlie lui a répondu « Sortir d'où, mec ?» Et il a continué à jouer. Le Manson que l'on a découvert était une personne habituée à être enfermée, habituée à ce qu'on lui dise quoi faire. Il était plus à l'aise dans les lieux confinés ou isolés. Un individu comme Manson, qui ne craint aucune forme de châtiment, est un individu très dangereux. Si un type te file des coups de fouet et que tu aimes ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se ridiculise. C'est le paradis, ça. C'est le paradis. Charles Manson est emprisonné en 1960. Lorsqu'il sort de prison en 1967, le monde a bien changé. On sortait tout juste des années 50, où les adolescents étaient encore éduqués de façon très stricte. Et soudain, cette merveilleuse contre-culture a explosé et on s'est senti libre. À 32 ans, l'ex-tolard musicien rejoint l'épicentre de cette révolution. Il y avait des jeunes partout dans les rues. On était en plein psychédélisme. C'est à cette époque que le docteur David Smith ouvre un centre médical gratuit à San Francisco. En 1967, c'était la folie. Les rues étaient bondées, les gens prenaient du LSD, dansaient et jouaient de la musique partout. Un collectif distribuait de la nourriture gratuite. Et nous étions au cœur de cette folie. Nous avons fait une enquête auprès des milliers de jeunes gens qui sont passés par le centre. Et 98% d'entre eux avaient déjà pris du LSD. Charlie a vite compris que si quelqu'un se mettait à parler comme un gourou au milieu de cette euphorie, et en particulier à San Francisco, il n'aurait aucun mal à réunir un groupe d'adeptes. On vous apprend que vous ne pouvez pas. On vous donne même les mots. Il vous donne les mots. Oubliez les mots. Oubliez le bien et le mal. Pensez en termes de vérité. Ils seront nombreux à tomber sous son charme. Mary Brunner, une jeune bibliothécaire. Lynette Fromm, une jeune ado révoltée.
et Susan Atkins, une sans-abri de 19 ans. Susan Atkins, en plus d'avoir vécu le divorce de ses parents et d'avoir subi des abus sexuels, avait vu sa mère mourir d'un cancer. Elle est devenue une ado plutôt sauvage, à tel point que sa famille n'a pas pu la retenir lorsque, comme tant d'autres, elle est partie pour San Francisco, où elle a travaillé comme serveuse et comme danseuse dans des bars. Elle a croisé Manson très tôt dans l'histoire de la Manson Family. Elle a trouvé en lui un père de substitution, ce qui sera le cas de plusieurs autres filles. Dès 1967, Patricia Krenwinkel, âgée de 20 ans, rejoint elle aussi le groupe. Charles Manson la rebaptise Katie. Elle aussi a eu une enfance difficile. Elle souffrait d'un problème de pilosité, ce qui peut être très dur à vivre lorsqu'on est adolescent. Sa sœur se droguait et accaparait toute l'attention. Patricia était un peu délaissée. Patricia Krenwinkel a raconté sa rencontre avec Charlie. Elle l'a rencontré sur la plage et il l'a emmené dans un appartement où il lui a fait retirer tous ses vêtements. Il lui a demandé de se regarder dans un miroir et il a dit « N'est-ce pas la plus belle chose que tu aies jamais vue ?» Cease to exist. Just come and say you love me. C'était terminé. Elle était conquise. Après ça, elle lui appartenait. Come on, you can't be. Comme de nombreux groupes communautaires des années 60, Manson et ses nouvelles amies dégotent un vieux bus dans lequel il parcourt les routes de Californie. À sa sortie de prison, Phil Kaufman les rejoint au Topanga Canyon. C'était incroyable. Sexe, drogue et rock'n'roll. Littéralement du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Il suffisait de demander. Pour un type qui sort de prison, des jolies filles qui s'offrent à vous, c'est le paradis. Il les séduisait par la musique. Il récupérait des filles qui avaient fugué de chez elles. Il était doué. Elle s'asseyait, jouait avec lui et ça marchait. Elle restait. Phil Kaufman présente Manson à plusieurs producteurs de musique, dont le fils de Doris Day, Terry Melcher. Manson espère décrocher un contrat et faire connaître sa musique au monde entier. À cette époque, ce style de musique n'était pas encore très connu. Manson ne connaissait rien à l'industrie du disque et des médias. Il était naïf. Si on lui disait « C'était génial, Charlie, on te tient au courant », il y croyait. Malgré leurs pattes def et leurs cheveux longs, les musiciens de l'époque étaient de vrais hommes d'affaires. Charlie et sa famille étaient de vrais hippies. Ils voulaient juste faire de la musique. Ça a été un désastre. Les enregistrements se sont très mal passés. Mais Charlie n'a jamais abandonné l'idée d'enregistrer un vrai album. Enfant, Manson avait été rejeté par sa mère. Et maintenant, c'est l'industrie du disque qui le rejetait. J'ai vite compris que la parenthèse enchantée s'était refermée. En 1967, après avoir passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, Charles Manson, criminel de seconde zone, se retrouve dans un monde totalement nouveau. À San Francisco, il rassemble autour de lui un petit groupe d'admirateurs avec lequel il va parcourir les routes de Californie, recrutant de nouveaux adeptes au gré des rencontres. À Los Angeles, Barbara Hoyt, 16 ans, fait partie de ces jeunes envoûtés par le charisme de Manson. C'était une figure paternelle pour nous tous. Je l'admirais. Il était très charismatique. Tout le monde s'intéressait à moi, tout le monde était très gentil avec moi. J'ai eu le sentiment d'être accepté tel que j'étais. Et c'est ça qui m'a attiré. C'est ce qui a attiré la plupart des membres de la secte. Quelques semaines après leur rencontre, Barbara s'installe avec sa nouvelle famille dans un ancien studio de cinéma délabré dans la banlieue de Los Angeles.
un lieu tristement célèbre. Oh là là. C'est douloureux d'être ici. C'est d'ici qu'est venu le mal. C'est un si bel endroit. Mon Dieu. Je me souviens de l'odeur des arbres. Je vois très bien où se situait le ranch. Il y avait le troupeau et la grange. En face de la grange, les décors de tournage. Tout semble si irréel. C'est comme si c'était un vieux rêve et pas la réalité. Dans ce ranch, Barbara Hoyt va vivre aux côtés de jeunes hommes et femmes qui, dans les mois suivants, deviendront des meurtriers. Parmi eux, Charles Watson, 23 ans, dit Tex, et Leslie Van Houten, âgé de 20 ans. Leslie Van Houten était originaire de Monrovia, en Californie. C'était vraiment l'ado américaine populaire typique. Elle avait même été reine de sa promo au lycée. Elle était issue d'une famille riche qui avait tout perdu. Elle avait cherché le réconfort dans la drogue, elle était tombée enceinte et avait avorté. Comme la plupart des femmes de Manson, c'était une jeune fille perdue. Tex était du genre insouciant. Il n'essayait pas de prendre la place de Charlie. Il faisait tout ce qu'il lui demandait. Il venait d'une famille parfaitement normale. Il était promis à une belle carrière et à une vie pleine de succès. Mais je pense que c'est la drogue qui l'a fait sortir du droit chemin. Ce qui l'attirait, c'était le sexe sans tabou, sans attache. Des simples relations hétérosexuelles aux orgies. Au sein du groupe, la jeune Susan Atkins, alors rebaptisée Sadie par Manson, ne manquait pas d'attirer les regards. La première fois que je l'ai rencontrée, j'étais assise par terre, appuyée contre un mur. Il y avait des gens autour de moi. Elle est venue s'accroupir juste devant moi et elle a pété. J'ai fait « Wow !» Elle faisait des trucs juste pour choquer. Je la trouvais géniale. Je me disais qu'elle était vraiment libre. Au ranch, cette liberté d'esprit enfantine représente l'idéal pour le groupe. Leur philosophie était que tout ce qu'ils avaient appris était faux. Il fallait donc nettoyer leur esprit pour lui rendre son âme d'enfant. Rétrospectivement, on comprend qu'alors il devenait très facile d'implanter de nouvelles idées, une nouvelle philosophie. Toute forme de croyance était considérée comme inutile. Chacun s'efforçait d'oublier ce qu'on lui avait appris à l'école, à l'église ou à la maison. Il ne nous restait plus aucune opinion basée sur notre éducation. On n'avait plus de valeur. Mais tout ce qu'on faisait, on le faisait par choix. Les gens abandonnaient leur ego volontairement. Quand des personnes se convertissent à un nouveau courant politique, philosophique ou religieux, ce n'est pas parce qu'un puissant évangéliste ou une puissante force maléfique comme Manson fait preuve de persuasion et d'éloquence que ces personnes se convertissent instantanément. C'est toujours un processus interactif. Ils avaient besoin qu'il joue le rôle du père, du gourou, et ce sont eux qui ont créé ce personnage. Manson avait besoin de disciples, il avait besoin qu'on l'écoute.
Chacun a trouvé en l'autre ce qu'il recherchait. Mais tout le monde n'est pas convaincu par la philosophie de Charles Manson. Un jour, on s'est rendu à San Francisco, Charlie et moi. À cette époque, la philosophie hippie, c'était « fais ce qui te plaît, te laisse pas contrôler par le système, suis ta propre voie ». Je rabâchais ça tout le temps. Et Charlie me disait « non, tu ne suis pas ta propre voie ». Et je lui disais « si, mon pote, j'étais à fond dans le truc hippie à l'époque ». C'est là qu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas me programmer. Quelques jours après notre retour, je lui ai dit « Charlie, je vais m'en aller ». Il m'a dit « oui, tu penses encore, pas vrai ?» Et j'ai dit « oui, je pense encore ». Le sentiment de puissance de Manson grandit. En 1968, le Dr Smith étudie le groupe au Spahn Ranch. Je l'ai trouvé délirant et limite psychotique. Il se prenait pour Dieu. Il tendait les bras et baissait la tête, et on comprenait tous ce qu'il voulait dire. Charlie nous disait qu'il était à la fois Jésus et le diable, comme tous les hommes, mais que lui en était l'incarnation parfaite. Il disait « Ils m'ont tué sur la croix il y a 2000 ans et rien n'a changé ». Au cours de l'été 1969, Manson poussera son délire jusqu'à l'extrême. Dans le ranch isolé des collines surplombant Los Angeles, entouré par ses fidèles disciples, l'homme qui a passé la majeure partie de sa vie en prison se met à prêcher un évangile apocalyptique qu'il appelle « Helter Skelter ». Il m'a expliqué sa théorie du Helter Skelter. C'est une philosophie raciste, en fait. Mais il me disait, Dieu aurait-il voulu que les fleurs soient toutes de la même couleur? Il arrivait à rendre ça joli. Le terme Helter Skelter vient de la chanson éponyme des Beatles, mais la signification que Manson lui a donnée, ce qu'il prêchait, c'était une guerre raciale. Nous avions connu les émeutes de Watts, donc ce qu'il disait me semblait évident. Dès qu'on prononçait le mot noir devant lui, ça le hérissait. Il avait connu la prison et il savait comment ça se passait entre les Noirs et les Blancs. Il disait que l'homme noir allait gagner cette guerre, mais que les Noirs n'étaient bons qu'à suivre les ordres des Blancs et qu'ils seraient incapables de gouverner. Il donnerait donc les rênes aux seuls Blancs ayant survécu au Helter Skelter, c'est-à-dire Charles Manson et sa famille. Il disait « Nous allons sortir d'un trou sans fond et prendre le contrôle du monde ». Charlie voulait créer ses propres 12 tribus d'Israël dans le désert. Il avait prévu toute une nouvelle civilisation. Il avait des projets grandioses. Manson croyait-il à ses propres visions d'Apocalypse? Non, pas du tout. Je serais vraiment surpris du contraire. Il s'était inventé un personnage qu'il jouait devant ses disciples. Ce n'était pas un malade mental, il n'était pas psychotique. C'était un psychopathe manipulateur et narcissique, mais il n'était pas malade mentalement. Pas plus que ses disciples d'ailleurs. La fin du monde est un bon appât. De nombreuses religions tiennent ce genre de discours. À l'approche de l'été, l'atmosphère au ranch change de façon notable. La tension était palpable. Helter Skelter approchait. La vision de Manson se met progressivement en place. À l'époque, Barbara ignore qu'au mois de mai, au cours d'une transaction de drogue qui a mal tourné, Manson a abattu un dealer qu'il soupçonnait d'appartenir au mouvement des Black Panthers. On a posté des gardes pour surveiller le ranch, cachés un peu partout. On avait installé une ligne téléphonique interne entre l'avant et l'arrière du ranch. Les Black Panthers allaient venir se venger. Charlie était en panique, effrayé et très stressé. C'est à cette époque que le bureau du shérif du comté prend conscience de l'existence de cette étrange communauté.
Nous avons essayé d'y envoyer des agents en civil qui faisaient mine de vouloir acheter des stupéfiants, car ils se livraient à pas mal de trafic. Mais ça n'a jamais marché. Ils n'acceptaient aucun étranger. Charlie avait envoyé des membres de la famille espionner les flics qui nous espionnaient. Tout le monde espionnait tout le monde. C'était marrant. À l'époque, on trouvait ça drôle. Nous avons arrêté Charlie et 2 jeunes filles et nous les avons emmenés au bureau du shérif de Malibu. Pendant l'interrogatoire de Charlie, on nous a prévenu que quelqu'un s'était présenté pour payer sa caution. J'ai demandé qui c'était. On m'a donné le nom de Gary Hinman. Ça ne nous disait rien, mais quand j'ai répété ce nom à Charlie, il est soudain devenu très nerveux. L'inspecteur Salerno ne pouvait pas savoir à ce moment-là que Gary Hinman deviendrait la première victime de la Manson Family. En juillet 1969, Manson et ses disciples tentent d'extorquer de l'argent et des biens immobiliers à Gary Hinman. Lorsqu'il refuse de coopérer, Bobby Beausoleil, membre de la Manson Family, prend les choses en main. Quand Hinman leur a signifié qu'ils étaient fous et qu'ils refusaient de leur donner quoi que ce soit, ils l'ont tué. Ils l'ont poignardé et étouffé avec un oreiller. Pour faire porter le chapeau au groupe des Black Panthers, des slogans ainsi qu'une empreinte de pattes de panthère sont dessinés sur les murs avec du sang. Le meurtre ne fait pas beaucoup de bruit, mais moins d'1 mois après, la Manson Family va commettre un crime qui obligera le monde entier à les regarder. Pour moi, le mobile de ce meurtre découle d'une série d'événements ayant ébranlé la suprématie de Manson. Il ne réussissait pas dans la musique, des gens quittaient la famille, certains remettaient en cause son statut de messie autoproclamé, son rêve se fissurait et la dernière arme dont il disposait, c'était le Helter Skelter. Le 8 août 1969, Manson initie une série de crimes, espérant qu'ils seront attribués à la communauté noire. Je me souviens du soir où il a appelé Tex. Je me souviens les avoir vus parler ensemble dans un coin. Et c'est comme si un nuage noir les entourait. Leur aura était sombre. Il m'a dit d'emmener les filles les plus jeunes dans un endroit appelé Wiki Up. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. J'étais dans un bâtiment qui se trouve à moins d'1 kilomètre dans cette direction. Sadie m'a appelé sur le téléphone interne pour me demander d'apporter 3 tenues de couleur sombre à l'entrée du ranch. J'arrive avec les vêtements et Charlie me saute dessus en me demandant ce que je fais ici, alors qu'il m'a demandé d'emmener les filles. Je lui dis que Sadie m'a demandé des vêtements sombres et il me répond « Non, ils sont déjà partis ». Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Tex Watson et la nouvelle venue Linda Kasabian sont en route vers l'ancienne maison du producteur Terry Melcher, désormais louée par le réalisateur Roman Polanski et sa femme Sharon Tate. Ils ont coupé les fils du téléphone, escaladé le grillage, sont entrés par une fenêtre et le cauchemar a commencé. En entrant dans la maison, l'ex-lycéen modèle Tex Watson aurait dit à ses victimes « Je suis le diable et je suis là pour faire son travail ». Des gens que j'avais aimés, avec qui j'avais eu des relations, avec qui j'avais parfois couché, étaient devenus des tueurs sanguinaires. Ces meurtres étaient d'une cruauté sans nom. Ils se sont acharnés. Les victimes les ont suppliés. J'avais connu ces gens. Et maintenant, c'était des assassins. Quel retournement! Un retournement complet. Manson ne ressentait absolument rien. Il n'avait aucune empathie à l'égard de ses victimes. Les victimes sont mortes de la pire façon qui soit. Frykowski a été frappé à la tête de nombreuses fois. Son crâne était défoncé. On pense que c'est l'arme qu'a utilisée Tex pour le tuer.
Patricia Krenwinkel a poursuivi Abigail Folger dans le jardin. La pauvre Abigail hurlait en tentant de s'enfuir. Je ne souhaite à personne de mourir comme ça. Tout ce qu'a retenu Patricia Krenwinkel, c'est qu'en s'enfonçant trop profondément, son couteau a heurté un os et elle s'est fait mal à la main. Susan Atkins m'a confié que Sharon lui avait dit « Laissez-moi vivre pour que je puisse mettre mon bébé au monde ». Ce à quoi Susan lui a répondu « Écoute, salope, je n'ai aucune pitié pour toi, tu vas mourir ». Ils ont retiré leurs vêtements ensanglantés pour se changer et les ont jetés dans un ravin. Ils sont rentrés au ranch, Manson leur a parlé et ils sont allés se coucher. Le lendemain matin, ils ont fait la grasse matinée. Dans l'après-midi, j'étais dans la caravane de Johnny Schwartz. Je regardais la télévision et Sadie est arrivée vers 5 ou 6 heures et elle m'a demandé de mettre les actualités. Elle m'a demandé d'appeler Tex, ce que j'ai fait. Il est arrivé avec 2 autres personnes et tout le monde s'est assis pour regarder les nouvelles. Le premier sujet était le meurtre de Sharon Tate. J'apprenais que des meurtres avaient été commis, mais j'étais loin de savoir que je me trouvais assise au milieu des meurtriers. Quelqu'un a dit « très bon choix » ou quelque chose comme ça, parce que les meurtres faisaient les gros titres. Et tout le monde a ri. Ils trouvaient ça drôle. Ce que je voyais à la télé me faisait peur et je me suis dit « heureusement, je ne vis pas dans ce monde-là ». Je n'avais pas idée à quel point je me trompais. Ce soir-là, ceux que Barbara considère comme ses amis vont repartir en chasse. Cette nuit-là, personne dans tout le comté n'était à l'abri. Le 9 août 1969, des membres de la Manson Family ont assassiné Sharon Tate et 4 autres personnes lors d'une intrusion sanglante. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Lorsqu'ils sont partis cette nuit-là à la recherche de nouvelles victimes, personne à Los Angeles n'était à l'abri. Ils voulaient pénétrer dans une église, tuer un pasteur et le pendre à la croix. Mais l'église était fermée car il était trop tard. Leur choix se porte finalement sur un directeur de supermarché de 44 ans, Leno LaBianca, et son épouse de 38 ans, Rosemary. Manson était au volant quand il a finalement arrêté son choix sur cette maison. Il a expliqué à ses complices que la nuit précédente, il n'avait pas été assez efficace et que 2 personnes avaient failli s'échapper. Comme il ne voulait pas que ça se reproduise, il leur a dit « Restez ici, j'y vais ». Il est entré, il a attaché le couple et il est ressorti. Il leur a dit « C'est bon, vous pouvez les tuer ». Et il est parti avec la voiture. Le couple était littéralement ligoté comme du bétail. Et ils ont été tués comme des animaux. C'était un meurtre violent, brutal, un acte terrible. Leslie Van Houten a déclaré à Diane Lake que poignarder Rosemary LaBianca était amusant. Plus elle le faisait, plus ça l'amusait. Cette fourchette a été utilisée par Patricia Krenwinkel pour graver le mot « guerre » dans l'abdomen de Leno LaBianca après l'avoir tué. Ensuite, elle l'a planté dans sa poitrine. Elle y était toujours quand on a retrouvé le corps. C'était un cauchemar. Un véritable cauchemar. Parmi les mots inscrits sur les murs avec le sang des victimes se trouve l'expression « Helter Skelter ». Tex m'a dit qu'ils étaient allés à un love-in, une sorte de manifestation pacifiste. J'étais jalouse parce que mon père m'avait toujours interdit d'y aller. Mais ce n'était pas du tout ça. Ils avaient tué les LaBianca. Rien que d'y repenser, j'en ai des frissons.
En seulement 2 nuits, les disciples de Manson ont ôté la vie à 7 victimes innocentes, sans aucun remords apparent. Même après leur arrestation et pendant leur procès, la plupart des proches de Manson feront preuve d'une loyauté indéfectible. Tout ce que Charlie faisait, ils le faisaient eux aussi. Si Charlie disait quelque chose, tous le répétaient. Si Charlie se gravait un X sur le front, tous arrivaient au tribunal le lendemain avec des X sur le front. S'il y gravait une croix gammée, ils faisaient la même chose dès le lendemain. Seuls quelques rares disciples, dont Barbara Hoyt, témoigneront contre l'homme qu'ils avaient longtemps considéré comme un dieu. Comment autant de jeunes gens ont-ils pu participer de leur plein gré à des actes aussi violents? Le meurtre faisait-il partie de leur nature? Manson et ses jeunes disciples étaient-ils nés pour tuer? Je ne sais pas si Manson était né pour tuer, mais son éducation avait été un tel désastre qu'il ne pouvait certainement pas espérer avoir une vie décente et épanouie. Je suppose qu'il voulait rendre tout le monde aussi malheureux que lui. C'est la seule théorie que j'ai pu trouver. Je ne crois pas qu'il pensait déjà au meurtre en fondant sa famille. Ça lui est venu lentement, progressivement. Il s'est rendu compte qu'il pouvait leur faire n'importe quoi, et il portait en lui une immense haine de la société. Je sais que Charlie a eu une enfance terrible. Il a été maltraité, abandonné. Je ne pense pas qu'il ait attiré des jeunes prédisposés à tuer. Je ne veux pas croire que ce groupe était constitué de tueurs nés. Je n'y crois pas. Est-ce que je pense que ces femmes auraient fini par tuer quelqu'un si elles n'avaient pas rencontré Manson? Non, je ne le crois pas. Rien ne l'indique. Pour Manson, c'est différent. On ne sait pas vraiment s'il avait déjà tué quelqu'un dans son passé. Ce n'est pas clair. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais il en était certainement capable. Et de son point de vue, s'il pouvait vous convaincre de le faire à sa place, c'était beaucoup mieux, car il se considérait alors dégagé de toute responsabilité criminelle. Il se joue en permanence du système et des gens qui l'entourent. Rien n'est laissé au hasard, tout est planifié. C'est un grand manipulateur. Quand j'ai interrogé Susan Atkins, elle m'a confié être restée 5 ans dans le couloir de la mort avant que Charlie sorte enfin de sa tête. Il contrôlait ses pensées et beaucoup croyaient même qu'il pouvait lire dans leur esprit. On était en présence d'un gourou adepte des drogues hallucinogènes, en plein délire, et de jeunes totalement asservis, le tout dans un contexte qui renforçait cette adhésion. Je décrirais cela comme une désensibilisation progressive et un processus de conditionnement. Il avait mené une vie de criminel, de vol de voitures en cambriolage, et il avait réussi à convaincre de jeunes gens d'en faire autant. Nous avons tous en nous la capacité de dire non. Il suffit de dire non. Je pense que son enfance a fait de lui un monstre. Mais il avait tout de même le choix. Ce n'est pas simplement inné ou acquis. Nous avons tous une part de responsabilité dans le choix de notre propre destin. La seule différence que je vois entre les autres et moi, c'est que j'ai de l'empathie pour les victimes. Ils n'en avaient rien à faire. Ça ne semblait pas les toucher. J'ai eu du mal, mais je ne vais pas y arriver. Je ne me suis jamais remise de ce qu'ils ont fait.